Du coup, l'objectif, ça va être d'essayer de contextualiser encore un petit peu plus sur la présentation que vous avez eue sur la Deep Tech et de voir comment, du coup, chez Houdini, nous, on a vécu un peu cette expérience Deep Tech, du coup, en répondant à différentes questions. Alors, donc tout d'abord, Houdini, la société, elle a été créée il y a maintenant près de 3 ans. Et en fait, à l'origine de la création, on est donc 6 cofondateurs, 3 dentistes, 2 profils du coup techniques, ingénieurs, chercheurs, moi-même qui m'occupe de la partie business. Et à l'origine, le constat, c'était de se dire, en dentisterie, il y a beaucoup de technologies qui existent, mais il y a une adoption qui est très faible dans les cabinets. Donc concrètement, il y a une sorte de mismatch entre la techno disponible et leur adoption, parce que souvent, la techno est entre guillemets chronophage, complexe à appréhender, avec un public qui n'est pas toujours technophile. Et donc nous, notre objectif, ça a été de se dire, on va essayer de simplifier tout ça, de faire du digital simple en utilisant des technologies complexes. Le premier cas d'usage qu'on a eu, c'était le suivant. Quand on refait un sourire, en dentisterie, ça veut dire que par exemple certaines dents sont abîmées ou usées, il y a une nouvelle branche qui s'est créée qui s'appelle la dentisterie esthétique et qui vise à optimiser l'aspect esthétique sur le sourire. Ça veut dire qu'on fait du fonctionnel, mais on essaye de faire ça de la façon la plus jolie possible. Et cette du coup, spécialité, elle nécessite de se former, elle nécessite d'utiliser des outils qui sont complexes. Et nous, ce qu'on a souhaité faire via notre premier produit, c'est permettre de mettre dans les mains du coup, des dentistes une solution qui dispose de cette expertise et qui permet en quelques secondes de trouver le sourire idéal propre à chacun en fonction de la physionomie du coup, du patient pour pouvoir ensuite réaliser les prothèses qui vont être idéales. On a à l'heure actuelle sorti un premier produit qui s'appelle Pix Plus, qui fait de la retouche photo automatisée dont je parlerai moins car il concerne moins la Deep Tech. Et celui dont je vous parlais, donc c'est Smile Plus. Et c'est un produit qui va sortir donc dans les prochains mois. On est accompagné du coup depuis quasiment le début par Belle de Mai qui nous a permis du coup, de challenger à la fois le projet sur les différents aspects, les différentes questions qu'on se posait, et également qui nous a permis, vu qu'on n'était pas d'origine du coup de la région sud, de rentrer rapidement dans l'écosystème. Nous, du coup, l'ambition du projet à court et moyen terme, après avoir réalisé pas mal de recherche et développement, maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir accélérer sur la partie commerciale et vraiment faire en sorte qu'on ne soit pas juste une société qui crée des produits techno, mais qui arrive surtout à les vendre pour que ça soit vraiment le plus utile possible. La première question, c'était du coup, pourquoi Houdini est une startup deep tech. Pour être une startup deep tech, ça veut dire qu'on va essayer de répondre à des problématiques qui sont jusque-là pas adressées par l'état de l'art. Donc des problèmes de recherche qu'on n'arrive pas pour l'instant à résoudre. Et dans le cas donc, de notre solution de smile design automatisé, il y avait principalement 2 défis techniques qui arrivaient. Le premier, c'était de réussir sans matériel coûteux, donc ça veut dire à partir d'un simple smartphone, à obtenir un résultat final qui soit précis. Et donc le premier challenge techno, c'était de réussir à partir de photos à obtenir un modèle 3D des arcades dentaires du patient sans passer donc par un scanner intraoral. Et c'était un challenge technique qui était assez compliqué par rapport à plein de contraintes qu'on a quand on intervient du coup, dans la bouche d'un patient. Et l'autre défi, c'était de permettre de maximiser le sourire, ça veut dire déformer ce modèle initial pour l'adapter le mieux possible au visage du patient. Par rapport à ça, donc pour être deep tech, il faut des équipes liées à la recherche, c'est-à-dire que si par exemple vous avez un projet où il y a du développement informatique entre guillemets seulement, ou si vous avez du marketing, ou si vous avez on va dire d'autres activités, mais que vous n'avez pas dans votre équipe des gens qui sont amenés à faire de la recherche, à être formés pour, eh ben, ça ne fonctionne pas. L'autre critère qui est mis en avant, c'est un critère souvent qui est pris par BPI, c'est qu'il faut qu'on ait une mise sur le marché qui soit un peu longue. Entre guillemets, s'il y a des gros problèmes et que vous êtes capable de les résoudre en 15 jours, on considère que ce n'est pas des gros problèmes. Et du coup, dans les autres éléments qui vont constituer du coup, l'activité Deep Tech pour Houdini, c'est le fait qu'on ait déposé 4 brevets, qu'on bosse avec un labo public, donc, qui est le laboratoire de l'INRIA à Grenoble, qu'on participe du coup et qu'on organise des challenges autour de nos activités de vision par ordinateur et qu'on réalise également du coup des publications scientifiques. La difficulté, c'est parfois en tant que deep tech de permettre d'être identifié en tant que tel. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est quand vous venez d'un labo public. Ça veut dire qu'il y a une techno qui a été développée dans un labo public et là, c'est facile parce que vous avez quasiment tout de suite la labellisation deep tech. Quand ce n'est pas le cas, comme c'était du coup le cas pour nous, on va utiliser un faisceau d'indices. Ça veut dire on va essayer de comprendre
quels sont les technos qui sont développés, qui est-ce qui bosse dessus, est-ce qu'il y a des brevets, combien de temps ça m'est arrivé, est-ce que la boîte fait des concours techno, etc. Et ce qui est difficile, c'est qu'au début, quand on démarre, on a un plan qui est figé sur papier, on explique ce qu'on veut faire, on a un début d'équipe, mais on n'a pas encore tout le projet. Et donc là, vous devez, entre guillemets, parfois, quand vous allez rencontrer les investisseurs, essayer de leur démontrer pourquoi est-ce que votre projet y présente du coup des complexités techno, comment vous allez faire pour les résoudre, etc. Et effectivement, c'est un vrai exercice parce qu'on l'utilise parfois comme un buzzword où on sait qu'il y a des sociétés qui arrivent qui disent bon bah voilà, on fait de l'intelligence artificielle, etc. Et pour les interlocuteurs en face, il y a un vrai challenge, c'est de réussir à comprendre vraiment pourquoi est-ce que la société du coup présente des particularités techno assez fortes. Par rapport à la société, nous on a obtenu donc une labellisation Deep Tech à l'occasion du coup d'un dispositif de financement qu'on avait sollicité, qui est donc French Tech Seed, qui n'est pas allé au bout jusque pour nous, mais qui nous a permis d'obtenir cette labellisation. Enfin, du coup, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ce label, à quoi ça sert? Tout d'abord, en fait, c'est ultra important, c'est que pour ces boîtes qui ont une mise sur le marché qui est un peu longue, il faut forcément avoir des règles du jeu particulières. Parce que si vous êtes par exemple une entreprise pharmaceutique qui va mettre 6 ans, 8 ans et qu'on vous demande à J1 de faire du chiffre d'affaires, bah forcément il y a quelque chose qui coince. Donc en fait, à partir du moment où vous prenez des risques, vous avancez sur des sujets qui ne sont pas explorés, il va falloir avoir des règles du jeu qui soient adaptées et pouvoir prendre en considération ces aspects techno du projet pour permettre à la boîte de continuer, d'arriver jusqu'à son marché. Donc tout d'abord, ça permet d'obtenir du financement public. Et donc nous, on a eu la chance de pouvoir être accompagnés donc, par la région et également par BPI, notamment pour nous accompagner avec un dispositif du coup, qui s'appelle l'ADI, qui sert à financer la recherche. Ça sert également du coup à lever des fonds parce qu'on sait que les sociétés deep tech intéressent les investisseurs, également parce qu'on sait qu'on est en train de créer quelque chose qui va être difficilement copiable et qui, si c'est bien utilisé, pourra donc vraiment avoir de la valeur. Enfin, ça sert également pour recruter des équipes tech parce qu'on sait que quand on va mettre des challenges techno qui vont être importants, il y a une sorte d'excitation, d'émulation qui va se créer dans l'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que on sait que les gens qui vont participer à l'aventure vont travailler sur les derniers sujets en cours, sur une industrie particulière. Et donc, c'est assez motivant et excitant pour les équipes. Enfin, il y a un dernier point que je voulais aborder, c'était le fait de se dire, est-ce que donc, une société deep tech qui va pouvoir être peut-être plus facilement financée, c'est ce qu'on avait vu, va forcément réussir. Le fait qu'on arrive à créer une techno qui prend du temps et qui permet d'avoir un avantage par rapport à d'autres entrants potentiels, c'est quelque chose qui, du coup, je pense, augmente les chances de succès dans la mesure où une fois que votre produit est créé ou que votre techno elle est sortie, vous avez moins de chances d'être copié par une multitude d'acteurs qui vont potentiellement mettre énormément d'argent et réussir à mieux commercialiser que vous. Ce n'est pas impossible, mais en tout cas, ça met des freins. Après, mon avis, c'est que parfois, c'est un critère qui prend un peu trop d'importance parce qu'il faut faire attention, du coup, à ne pas se dire on va développer de la techno pour la techno et que pour les sociétés, par exemple, qui seraient trop focalisées là-dessus, au bout d'un moment, on arrive un peu à une impasse, c'est-à-dire que vous devez forcément prouver au bout d'un moment que votre techno, elle va être utile, qu'elle va servir à quelque chose et que, au final, vous allez avoir des applications. Donc, le fait de penser dès le démarrage à quoi ça va servir, pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on va le commercialiser, que ce soit avec des produits ou le vendre en tant que techno, c'est ultra important. Et nous, par exemple, on le voit en ce moment, c'est-à-dire que là, on est à 3 ans de R&D, nos produits sont en train de sortir et en parallèle de ça, on commence à voir des investisseurs et les questions qu'on a, c'est combien vous faites de chiffre d'affaires. Donc on se retrouve un peu pris entre les deux avec un projet où on a eu beaucoup de recherches et de l'autre côté un projet où on est en SaaS et on nous dit bah voilà, si vous voulez lever tant, il faut faire X euros par mois de chiffre d'affaires. Donc on est vraiment confronté à la problématique de se dire bon bah voilà, maintenant on a une techno qui est bien, il faut qu'on la mobilise et il faut qu'on arrive à faire du chiffre d'affaires le plus vite possible pour convaincre nos interlocuteurs. Du coup, il y a une incohérence entre ce qu'on attend d'une deep tech et pour se faire financer en tout cas, avec beaucoup de recherche, beaucoup de R&D et puis finalement un financeur qui peut arriver et demander directement du chiffre d'affaires alors que le produit est encore en laboratoire. En fait, je pense que ça dépend aussi de la typologie de projet. Ça veut dire que dans certains projets où il va y avoir une mise sur le marché à 8 ans, je pense qu'il n'y a pas cette problématique-là. Mais pour un projet qui peut être avec un horizon un peu plus court, là, on peut se retrouver confronté à ça. Et effectivement, on voit que la notion de deep tech a ses limites parce qu'au bout d'un moment, on est confronté au fait de dire bah voilà, maintenant vous y allez, vous faites du chiffre d'affaires, comment est-ce que vous marketez?
Ça suffit plus en fait d'avoir du coup une techno qui est forte. Alors vous avez parlé de Houdini, de la labellisation French Tech Seed. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour Houdini de se faire reconnaître justement par ce label ou de s'imposer en tout cas comme start-up Deep Tech? Oui, on les a eu au début, on l'a eu lors des premiers rendez-vous, parce que justement, on n'avait pas tous faisceau d'indices, on ne venait pas d'un laboratoire, et il a fallu convaincre les personnes, leur montrer vraiment qu'on avait des spécificités, qu'on était bon dans ce qu'on faisait, et ça a mis au début un peu de temps, et en fait je me suis rendu compte que le meilleur moyen pour y arriver, c'était un interlocuteur, c'était de ramener vraiment directement les personnes qui étaient au cœur du coup de la technologie, comme par exemple notre directeur R&D, pour être capable de vraiment expliquer précisément qu'est-ce qu'on faisait et pourquoi c'était Deep Tech. D'accord, ouais, recruter les compétences vraiment, ou les personnes qui vont être habilitées à parler en tout cas du sujet et qui vont être reconnues dans ce domaine-là, c'est ça? Exactement. Exactement. Le profil, il est très très important, typé, effectivement. Vous avez parlé de possibles levées de fonds, donc là peut-être pour 2021. Comment vous allez vous organiser avec un produit comme le vôtre, donc qui est aussi très techno et très spécialisé, et est-ce que le Covid, vu qu'on est dans cette période-là aussi, a impacté un peu le développement d'Houdini? Alors, ça l'a impacté modérément, dans le sens où donc notre cible, donc les dentistes, les orthodontistes, ont arrêté pendant une partie du temps leur activité l'an dernier, sont peut-être moins sensibles aux problématiques d'optimisation de leur cabinet par rapport à tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer du coup par rapport à la période. Néanmoins, on n'est vraiment pas les plus à plaindre, dans le sens où quand on pose à d'autres industries qui sont complètement bloquées, nous, c'est pas notre cas. Donc ça nous a un petit peu ralenti, mais en tout cas, rien de catastrophique. Et par rapport au sujet de levée, ce qu'on souhaite faire, c'est essayer du coup de prendre le challenge, entre guillemets, de plein front, à savoir utiliser les 6 premiers mois pour développer au maximum la partie marketing chez nous, essayer de faire des ventes, essayer vraiment de trouver notre market fit pour ensuite avancer sur une levée, pour justement essayer d'éviter de passer trop de temps sur une levée où on va devoir se justifier en disant bah voilà, on pense qu'on va réussir à faire ça, on pense qu'on va réussir à faire ça, et essayer d'avoir le maximum d'insights à présenter directement aux investisseurs. D'accord. Donc pour 2021, vous prévoyez tout ça, vous êtes en train? Pour 2021, c'est en cours, ouais, tout à fait. Bon courage. Merci beaucoup. Merci Edouard, Merci à tous. je te laisse rejoindre les coulisses.